J'ai eu plusieurs vies, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. J'ai souvent eu l'impression que je rentrais pas dans les cases. J'ai été cette enfant parisienne, scolarisée dans une classe de toutes les couleurs. Et puis, j'ai été parachutée dans un petit village de campagne où j'ai grandi, un village de 300 habitants, où les gens n'avaient jamais vu de ville et encore moins de Parisiens. Alors ça a sûrement été mon premier choc culturel, mais en même temps, je ne l'ai pas vécu comme ça. Parce que c'est vrai que quand on est enfant, on n'a pas cette notion de la différence. Je suis de deux origines différentes, de la Méditerranée et d'un pays de l'Est. Et ma famille est marquée par une histoire de migration dont on ne m'a jamais vraiment tout dit. Au hasard de mon parcours personnel et professionnel, je me suis retrouvée au Pakistan. Et j'y ai passé du temps et j'apprenais la langue. Et je crois que quand on apprend une langue, c'est un peu de la culture qu'on intègre aussi. Et ça nous permet d'avoir un œil neuf sur notre propre culture. Je suis musulmane, dans une famille non musulmane. Je suis française. Et ça, c'est une partie de mon identité dont j'ai pris conscience et dont j'ai appris à être fière en voyageant. Je suis travailleuse sociale. Et en tant que travailleuse sociale, j'ai dû composer avec les conflits ethniques. J'ai dû faire le lien entre les gens, entre les cultures. Je suis entrepreneuse. Et depuis des années, je vis dans un département que je porte dans mon cœur parce qu'il ne ressemble à aucun autre, c'est le 93. Alors tout ça, c'est des parts de mon identité. C'est des morceaux de vie qui me composent et qui font ce que je suis. Ils font aussi que j'ai souvent eu l'impression que j'avais du mal à m'adapter, que je devais rentrer dans des cases. Ils font que j'ai connu très tôt les clivages entre les gens. Et ils ont fait de moi quelqu'un de très intuitif, qui sent littéralement les gens. Alors, j'ai souvent eu du mal à y mettre du sens. Et c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer tout ça à quelqu'un en une seule phrase. Alors, comment se l'expliquer à soi-même ? Quand tu es à Paris, on te demande, pour te connaître, qu'est-ce que tu fais ? Comme si ton activité professionnelle pouvait suffire à te définir. Et quand on est dans les quartiers, on te demande, t'es quoi ? Pour connaître ton origine ethnique. Alors ça aussi, c'est un petit peu réducteur. Qui suis-je ? Ça, c'est la grande question à laquelle souvent une vie ne suffit pas pour répondre. Toute ma vie, j'ai fait des choses instinctivement, des choses qui me plaisaient, sans forcément penser à long terme, sans penser à une carrière ou à comment j'allais gagner ma vie. Ça, c'était sûrement pour répondre à cette question justement et pour me trouver. Alors, j'ai fait la sociologie, j'ai appris des langues, l'arabe, l'ourdou, le pachto. J'ai étudié le travail social, la religion, la couture. Je me suis formée à la médiation interculturelle, à la création d'entreprises. Et je ne savais pas bien où tout ça allait me mener. Alors mon premier vrai travail, c'est à France Terre d'Asile. France Terre d'Asile, c'est une association qui accompagne les migrants et les demandeurs d'asile. Et moi, je m'occupais des mineurs. Donc on allait la nuit dans les camps de migrants, essayer de les identifier, pour les mettre à l'abri, et ensuite je me battais pour leur prise en charge par les services sociaux. Souvent, ce qui était le plus difficile à gérer, je pense, j'étais aussi dans leurs yeux la grande sœur, celle qui parlait la même langue. Ensuite, j'ai travaillé à la Croix-Rouge, encore comme travailleuse sociale auprès des migrants et comme interprète. Et puis au bout d'un moment, je me suis sentie un petit peu limitée dans mes actions et puis j'avais l'impression que j'étais un peu impuissante. C'est vrai qu'on était très limité dans les moyens qu'on avait et par le cadre légal. Et puis surtout, j'ai compris quelque chose, c'est que malgré mes 5 licences et mon master, je ne monterai jamais les échelons parce que je ne rentrais pas dans les bonnes cases. J'étais pas dans la norme.
La norme. Alors, on vit dans une société de la norme et cette norme, j'en ai vite pris conscience parce que j'en faisais pas partie, j'en étais exclue. Et cette exclusion, je l'ai vécue comme très violente et très injuste. Alors, ça a donné chez moi des comportements un peu bizarres comme le fait de devoir tout le temps me justifier, le fait de devoir toujours m'expliquer, le fait de m'écraser, d'aller même jusqu'à m'effacer. J'avais l'impression de devoir toujours en faire des tonnes pour paraître crédible. Alors j'étais une personne la journée, une autre le soir, mais en fait, je suis sûre que vous voyez tous de quoi je parle, parce que finalement, on passe notre temps à naviguer d'un monde à l'autre, à mettre en avant l'une ou l'autre de nos facettes pour paraître le mieux possible en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Et finalement, c'est tellement usant de jamais être soi-même. Jusqu'à aujourd'hui, il m'arrive de sentir à quel point cette norme, elle m'étrangle et elle m'étouffe. J'ai l'impression que c'est comme un ennemi à combattre, un ennemi invisible contre lequel je dois me débattre pour faire ma place. Et j'ai compris autre chose aussi. J'ai compris à quel point elle peut mener à des dérives ce qu'elle exclut et ce qu'elle écrase de son indifférence. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce sentiment. Ce sentiment, c'est quand la société tout entière te fait comprendre que tu es invisible. Quand on te fait comprendre que tu n'es pas à ta place. Et que finalement, quoi que tu fasses, tu n'y seras jamais parce que c'est toi, dans ton être même, qui n'est pas normal. Je crois que l'identité a un lien profond avec la dignité. Alors quand on essaye d'amputer quelqu'un de son identité ou d'une partie de son identité, finalement, c'est un morceau de sa dignité qu'on enlève. Et le sentiment qui reste, c'est de l'humiliation. Alors l'humiliation, c'est souvent le sentiment le pire pour l'être humain. Parce que qu'est-ce qui nous tient debout, à part notre dignité ? L'humiliation, ça te donne envie de tout exploser. Ça te donne envie de tout brûler. Ça te donne envie de détester la terre entière. Ça te donne envie de te venger. Ça te donne envie de pleurer. Ça te donne envie de rester chez toi enfermé. Ça te donne envie d'éviter certains endroits pour ne pas avoir à la subir. Ça te donne envie de faire certains choix pour ne pas avoir à y faire face. Moi aussi, j'avais un choix à faire. C'était soit je me laissais effacer, je me repliais sur moi-même ou sur des gens qui étaient censés me ressembler, soit je relevais la tête, je m'assumais avec toutes mes identités, j'acceptais aussi ce que je représentais malgré moi dans les yeux des gens, et je montrais mon potentiel, je faisais entendre ma voix. Alors ça, c'était pas la solution la plus facile, parce que c'est toujours un peu compliqué de sortir de sa zone de confort. Mais on m'avait appris que rien n'était impossible. Et moi, je croyais en des valeurs. Les valeurs que mon père, qui est un exemple de dignité et d'intégrité, m'avait apprises. Des valeurs que j'avais vues chez ma mère aussi, féministe, elle qui a toujours fait le travail d'un homme à la maison. Des valeurs d'égalité et de liberté. Des valeurs qu'en fait, j'avais apprises pendant toutes ces vies. Et je voulais m'en servir. Finalement, tout ça, je l'ai compris. J'ai compris que ces identités, c'était une force grâce à l'entrepreneuriat, je crois. Et je vais vous raconter une petite histoire qu'un Afghan m'a racontée il y a quelques semaines. C'est l'histoire d'un vieil homme qui est penché sur la terre dure et qui est en train de creuser, qui essaye de planter un figuier. Et il y a des jeunes qui le regardent et qui rigolent un peu, qui se moquent de lui et qui finissent par l'interpeller et lui disent « Eh baba, pourquoi tu te fatigues à creuser pour planter un arbre dont tu mangerais jamais les fruits ?» Et il les regarde, il leur dit « Mes fils, si mon grand-père avant moi n'avait pas planté d'arbres, j'aurais pas mangé de fruits pendant toute ma vie. » Alors cette histoire, je voulais vous la raconter parce que je l'ai beaucoup aimée déjà, parce que planter un arbre, c'est donner la vie. Et aussi parce que ça montre à quel point on a une responsabilité collective sur les générations futures, mais aussi sur le monde qui nous entoure aujourd'hui.
Je crois qu'à ce moment-là de mon parcours, j'ai eu besoin de me demander moi aussi quel figuier je pourrais bien planter et quels fruits je pourrais répandre autour de moi. Je me suis demandé ce qui serait le plus juste avec moi, qu'est-ce qui me rendrait justice, qu'est-ce qui serait le plus logique avec mon parcours, avec toutes ces identités qui me composaient. Et finalement, il y a plein de formes d'engagement, mais celle qui sera la plus vraie, la plus sincère, c'est celle qui sera le prolongement logique de toutes ces identités. Mon père m'a dit un jour, « Toi, tu n'auras peut-être pas d'argent, mais tu seras riche. » Et cette phrase, elle m'a marquée. Alors, quand j'ai créé Gulshan en 2014, ma marque de prêt-à-porter, je l'ai fait un peu instinctivement, comme tout ce que j'avais fait jusque-là. J'avais été cette femme pakistanaise, j'avais pensé à mon honneur, j'avais dépendu des hommes, et ça, même mes plus grandes convictions féministes ne pouvaient rien y faire dans un pays où la mixité n'existe pas. Au Pakistan, les femmes travaillent très peu, et en général, elles sont très peu éduquées parce qu'elles ne sont pas destinées à travailler. Et à l'inverse, elles ne sont pas embauchées parce qu'elles ne sont pas formées. Donc il y a une espèce d'engrenage qui se met en place et qui fait que quand elles ont vraiment besoin de travailler pour survivre, comme dans le cas d'un divorce avec tous les problèmes d'honneur que ça entraîne, ou dans le cas du décès de leur mari, elles n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers la mendicité ou de se retrouver victimes de trafic. Donc j'ai monté un atelier de confection de textiles pour l'insertion des femmes veuves et divorcées au Pakistan. Et dans le prolongement de ce projet social, on a créé la marque Gulshan en France, qui est commercialisée en France et en Europe. Alors ça, je l'ai pas fait pour me donner bonne conscience ou par paternalisme. Je l'ai fait parce que finalement, cette femme, ça aurait pu être moi. C'était quelque chose qui était logique par rapport à mon histoire et qui avait du sens pour moi. Je suis pas quelqu'un qui aime la mode, j'ai jamais vraiment aimé la mode, j'ai jamais feuilleté les magazines de mode, mais là, à ce moment-là, c'est ce qui m'a semblé être le bon vecteur pour faire passer les messages que j'avais à faire passer. C'est ce qui m'a semblé être le bon moyen pour avoir une vraie action sociale. Alors, je me suis aussi rendu compte qu'on était peut-être à une génération de perdre des savoir-faire qui sont précieux si on ne les préservait pas. C'est aussi un moyen de les préserver et d'œuvrer pour une consommation et une production plus responsable. Et je voulais aussi faire un petit pied de nez à la norme et pouvoir créer des vêtements qui me ressemblaient sans qu'ils me soient imposés. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix en fait. On ne peut pas faire comme si nos comportements n'impactaient pas autour de nous, que ce soit de manière négative ou positive. Aujourd'hui, même un clic sur Internet peut avoir une répercussion à l'autre bout du monde. Et donc, je crois que le frein à tout ça, finalement, c'est de revenir à ce qui fait sens pour nous, pour chacun d'entre vous, et de se demander ce qui fera sens à l'intérieur de vous pour faire sens autour de vous. Je suis persuadée que si vous trouvez quelque chose qui a du sens pour vous, ça impactera de manière positive autour de vous. Aujourd'hui, je sais qui je suis et je fais ce que je suis. Je suis à ma place partout où j'estime être à ma place. Et j'ai compris que toutes ces identités, c'était ma force et ma richesse. Et j'ose croire que c'est aussi une force et une richesse pour la société. Finalement, on est tous des déracinés et personne n'est plus légitime à un endroit que quelqu'un d'autre. Et justement, parce qu'on ne m'attend pas quelque part, j'ai envie d'y être. Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas de la mode, c'est pas du business, c'est une manière de changer les choses. C'est une manière de donner du sens. J'essaye de faire de la mode un outil pour changer les représentations, pour casser la norme, pour mettre en avant des visages qu'on ne voit jamais, des femmes qui sont invisibles. Et parce que je crois à ma conception de l'égalité, j'agis aussi auprès des jeunes des quartiers pour les accompagner dans l'orientation et qu'ils ne soient pas mal orientés. Je m'implique aussi dans l'entrepreneuriat féminin par une association qui s'appelle AKB, par laquelle des femmes sont accompagnées, des femmes de la diversité et des quartiers sont accompagnées vers l'entrepreneuriat. Et je suis également formatrice dans une association qui s'appelle Singa et je forme les réfugiés à la création d'entreprises. Tous ces combats, en fait, je les mène pour qu'on vive dans une société plus juste où chacun ait sa place et où il n'y ait aucun bagage, origine
aspect physique, quartier ou quoi que ce soit qui puisse nous handicaper. On a tous notre place et j'ai envie qu'on se nourrisse de cette pluralité. Depuis quelques mois, je me suis lancée dans un nouveau projet. C'est peut-être finalement l'aboutissement de tout ce parcours. J'ai créé Zafran Project, qui est une association par laquelle on promeut l'insertion des femmes en situation de migration par le savoir-faire textile. Parce que j'ai envie que tous les potentiels soient valorisés. Ça fait partie de mon combat et en fait, j'ai juste envie de changer le monde. Alors, j'ai une dernière petite demande pour vous ce soir. Vous vous rappelez cette histoire du vieil homme afghan qui voulait planter son figuier? Je voudrais que ce soir, vous rentriez chez vous et vous vous demandiez vous aussi quel figuier vous allez pouvoir planter demain. Merci.